comment se terminent les dessins animés qui ont bercé notre jeunesse. Vous avez adoré nos 2 premiers épisodes où on vous raconte la fin de Batman, Code Lyoko, Yu-Gi-Oh! Ou Sailor Moon. Alors on a pour vous 6 nouvelles séries allant des années 90 à 2010, comme ça tout le monde aura son petit morceau de nostalgie. Les Tortues Ninja. Vous connaissez l'histoire, des tortues devenues humaines après avoir été exposées à un mutagène qui vivent dans les égouts en mangeant des pizzas tout en se faisant entraîner par un rat maître de kung-fu, tout va bien. À l'origine, c'est un comic sorti en 1984, plutôt parodique, punk et surtout très sombre. On a même certaines tortues qui meurent, comme Donatello. Sauf que les adaptations en série que vous avez connues sont bien plus enfantines. Il y en a énormément, ils ont même essayé d'en sortir une au Japon où les tortues se transforment en robots méca pour combattre des aliens. La série la plus connue est la première, celle de 1987, qui est extrêmement longue. 10 saisons avec beaucoup d'épisodes qui servent à rien, puisque c'est toujours le même schéma. Les tortues empêchent les méchants Shredder et Krang de réactiver leur technodrome, qu'ils veulent ramener à la surface pour détruire le monde. Dans la saison 1, ce technodrome est dans les égouts de New York, puis il part dans une autre dimension, puis au centre de la Terre, et ainsi de suite. À chacun des 200 épisodes, les plans des méchants échouent, faisant passer la Team Rocket pour des maîtres du complot. Quand j'étais petit, j'étais terrifié par Krang, alors qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de quoi. En réalité, ils sont constamment ridiculisés. Shredder sans casque n'a d'ailleurs aucun flow. Enfin, ça c'est au début, parce qu'à la fin, tout change. Dès la saison 8, le ton de la série se rapproche du comics. Il y a moins d'humour, le ciel vire au rouge, et les méchants commencent à avoir de vrais plans intelligents. La saison 9 introduit Dreg, un seigneur extraterrestre qui arrive sur Terre pour s'emparer de l'énergie vitale des tortues. Il annonce au monde leur existence, elles ne peuvent plus se cacher, surtout maintenant que Dreg a manipulé les foules pour qu'elles haïssent les tortues. Une bonne descente aux enfers façon Devilman. Même Shredder et Krang se feront tuer. Ils ont été envoyés dans une autre dimension, et quand les tortues les retrouvent, il ne reste d'eux qu'un technodrome en ruine et le corps robotique de Krang sans vie. Après une ultime bataille dans l'armure de leur ancien ennemi, ils arrivent à coincer Dreg et le faire exploser dans une autre dimension. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de méchants, Splinter les félicite, il n'a plus rien à leur apprendre, et ainsi, il nous quitte. Sauf qu'après, il y a aussi eu les séries de 2003 et 2012, je vous passe les détails, mais ils font des bonds dans le temps, ils combattent un Shredder méca, un Shredder monstre, un Shredder du passé, un Shredder femme. Ils rencontrent même leur alter ego du passé, ce qui fait qu'il existe plusieurs groupes de tortues. Enfin bref, c'est le bordel. Encore aujourd'hui, nos amis continuent leur aventure, et une 3e saison de la nouvelle série Le Destin des Tortues Ninja devrait bientôt sortir, avec sa patte graphique bien à elle. Totally Spies. Ce dessin animé a marqué une génération. L'histoire de 3 lycéennes américaines, Sam, Clover et Alex, qui sont en fait des agents secrets travaillant pour le WHOOP, l'Organisation mondiale de protection des humains, rien que ça. C'est girly, alors leur gadget à la James Bond, c'est des produits de beauté. Voilà le bracelet zip au filin et le courbe-cil catapulte. La série n'est pas américaine, mais française et québécoise avec un succès mondial. Des millions de téléspectateurs chaque jour, une diffusion dans 200 pays, 20 ans que la série existe et ses parts d'audience sont toujours aussi monstrueuses. Et je me souviens, même moi je regardais. Certes, selon les sondages, c'était le dessin animé préféré des petites filles, mais les garçons représentaient 50% de l'audience. Aujourd'hui, la série s'est terminée après 156 épisodes. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour Sam, Clover et Alex ? Et Britney. Parce que oui, entre-temps, il y a eu une 4e Spies, des disputes et des séparations. La dernière aventure est une grosse affaire sur plusieurs épisodes. Ça se passe à Versailles avec une histoire de statue géante et de retour de la monarchie. Sauf que ce n'est pas la vraie fin de l'histoire. Celle-ci se passe un épisode avant, l'épisode 24 de la saison 6. Le WHOOP décide de séparer les Totally Spies. À partir de maintenant, elles doivent bosser solo, parce que c'est comme ça que bossent les meilleurs espions. Alors comme un adieu déchirant, elles s'en vont chacun de leur côté réaliser leur nouvelle mission, toutes seules. Bon, heureusement c'est un dessin animé et l'organisation va changer d'avis. Une nouvelle série commencera après, Spy Z Nouvelle Génération, qui raconte l'histoire de 4 frères et une sœur engagés par le WHOOP, encore une fois. On revoit les Totally Spies dans quelques épisodes, mais bon, la nouvelle série ayant moins de succès, elle s'est rapidement arrêtée. Dans le même genre, j'ai préféré la fin de Kim Possible. C'est une série qui est sortie 1 an après Totally Spies, c'est à peu près la même histoire. Sauf que là, ça se termine avec une invasion extraterrestre, une alliance avec les méchants, des explosions et un combat final digne des Avengers. La série se clôt dans une ville en ruine, les héros sont maintenant diplômés,
Pour eux, l'école c'est fini, ils nous quittent donc en voiture volante, s'échangeant un gros baiser après qu'ils se soient avoués leurs sentiments. Si vous étiez amoureux de Kim Possible, désolé de vous avoir brisé le cœur. Foot de rue. Je suis trop vieux pour l'avoir connu, mais vous avez été tellement nombreux à me le demander en commentaire. Foot de rue est un monstre de l'animation française. En 2008, plus de 6 millions de personnes regardaient les épisodes chaque semaine. C'est l'histoire de 5 jeunes de banlieue qui créent une équipe de foot, les Bleus de Port-Marie, leur but étant de devenir champion du monde de foot de rue, du foot pour les gangsters qui se jouent dans les décharges. Ils se battront contre les différentes équipes mondiales plus stylées les unes que les autres, et à la fin, ils y arrivent. Ils sont champions du monde 2 fois. Sauf que dans le dernier épisode, le héros rencontre son père qu'il avait plus ou moins abandonné pour faire de la politique en Argentine. Sa motivation est ébranlée. Il décide de quitter l'équipe, de quitter ses amis pour rejoindre son papounet en Amérique du Sud. Entre-temps, faut faire d'autres remplacements dans l'équipe, par exemple Gabriel qui se blesse au genou, et on comprend que petit à petit, l'équipe se désintègre. C'est en fait le moment de passer le flambeau à la nouvelle génération. La série se termine sur une finale de Coupe du Monde avec la nouvelle équipe, et c'est la fin. On ne saura pas s'ils gagneront. Et c'est là que, face au succès, ils se sont dit « On va faire une nouvelle série en 3D, foot de rue extrême ». Oh, c'est le bide. 20 fois moins de spectateurs et une grosse polémique sur le fait qu'on aurait soi-disant mis trop de blanc. Foot de rue était une des rares séries pour les enfants qui parlent de la vie dans les cités, du fait d'avoir des parents étrangers, de vivre dans la pauvreté. Alors c'est sûr que mettre en héros un blondinet à mèche, c'était un gros virage. C'est pour ça qu'en 2019 on abandonne tout ça. Ça n'a jamais existé. France 3 annonce pour 2021 une saison 4 de foot de rue, une suite à la première série avec une toute nouvelle équipe. Notez que pendant la même période, mais cette fois-ci sur France 2, il y avait le grand rival de foot de rue, Galactic Football. Ça a eu moins de succès, mais l'histoire était pas mal. Tu joues des matchs pour empêcher que ta planète soit détruite et tu peux utiliser ton fluide pour faire des super attaques de football. À la fin, il gagne 3 fois la Coupe du Monde, tout finit bien, puis il meurt désintégré dans l'espace. Ouais, c'est comme ça la dernière scène du dernier épisode. On se doute bien qu'il aurait pu avoir une suite, mais faute de succès, la série est arrêtée. C'est donc officiellement la fin la plus badante de tous les dessins animés dont on a parlé. Cité d'or. Ah, ce générique. Je peux pas vous le passer car il est copyrighté, mais c'est juste l'un des meilleurs openings français. Ça parlera pas aux plus jeunes, mais tous les enfants des années 90 s'en souviennent. La série est assez inédite. On est en 1983 et la France et le Japon décident de s'associer pour faire une série. Ce qui fait qu'on a un côté roman initiatique européen avec des gros robots méca en or massif. C'est donc l'histoire d'Esteban, un garçon à la recherche de son père perdu en Amérique du Sud, parti pour trouver la cité d'or, l'Eldorado. Esteban va monter dans un bateau mené par le capitaine Mendoza, traverser l'Atlantique, se faire des amis et découvrir sur place la dure réalité de la colonisation en Amérique du Sud. Au début, la série est très réaliste, c'est même un peu chiant, on peut le dire, un côté très documentaire, mais rapidement ça part en fantastique. On découvre que les Incas sont les descendants de civilisations très avancées qui se sont menées une guerre nucléaire dans l'ancien temps, que les seuls survivants furent les Olmecs, dont le corps a été déformé et qui sont devenus stériles. C'est comme ça que vous commencez une série historique et que vous finissez sur des batailles de vaisseaux spatiaux. Et finalement, il la trouve la cité d'or. Une simple trappe humaine avec en son cœur la grande force solaire, qui est en fait un réacteur nucléaire antique. Les Olmecs le volent et déclenchent le mécanisme d'autodéfense de la cité, qui les extermine tous. C'est raté pour la survie de l'espèce. 2 seuls survivent et ils arrivent à enclencher le réacteur. Au début, tout va bien, puis il devient hors de contrôle. C'est Tchernobyl chez les Incas. Maître Minator, je vous en prie, quelque chose ne va pas. Dehors, Esteban et le grand prêtre de la Cité d'Or discutent. On comprend que sous ce masque, le prêtre est en fait le père qu'Esteban recherchait depuis tout ce temps. Un père qui ne dévoilera pas son identité, préférant lui dire de parcourir le monde à la recherche des 6 autres cités que son père serait soi-disant parti trouver. Sauf qu'on le sait, tout ça est faux. Il essaye juste de rassurer son fils car maintenant, son devoir, c'est de se sacrifier pour sauver la Cité d'Or. Esteban,
Il caresse une dernière fois son fils. Esteban se souvient de la chaleur de cette main, mais pas le temps pour les adieux. Il doit maintenant fuir à cause des vapeurs radioactives. Une dernière larme et le grand prêtre s'en va mourir, se sacrifiant pour désactiver à main nue le réacteur nucléaire. Esteban n'en saura jamais rien, s'envolant heureux en croyant pouvoir trouver de nouvelles cités d'or. Et la morale, elle est là, qu'importe la destination, tant que le chemin est ensoleillé. C'est vraiment une très belle fin d'animé. C'est assez rare de voir une telle qualité, surtout pour cette époque. Sauf que ça s'est pas arrêté là. 30 ans plus tard, en 2012, France 3 s'est dit « Et si on détruisait toute la beauté de la conclusion en se disant qu'en fait, il y a vraiment d'autres cités d'or ?» Une nouvelle série est arrivée, les fans ont forcément râlé, surtout que maintenant c'est en 3D. Mais les gars, c'est vraiment une superbe suite en fait. C'est beau, c'est fidèle à l'original, les héros voyagent maintenant à travers le monde, il y a plein de nouvelles civilisations anciennes, les génériques sont réorchestrés selon les sonorités du pays visité, et même Esteban embrasse enfin Zia. Que demandent les fans? Qui sont d'ailleurs aujourd'hui des parents qui pourront transmettre ces aventures à leurs enfants. Je vais pas rentrer dans les détails de la fin de cette nouvelle série pour ceux qui voudraient regarder, mais il y a des histoires de calendrier maya, de météorites et de rayons laser pour sauver la planète. Les héros finissent par se séparer, Esteban et Zia deviennent gardiens des cités d'or, Tao, lui, s'en va explorer le monde. Ainsi se conclut cette saga légendaire de l'animation française. Minus et Cortex. Dis, Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Alors, est-ce qu'ils ont réussi? Avec ses 65 épisodes, la série n'est pas très longue. Pourtant, tout le monde s'en souvient. Le créateur de Crash Bandicoot a avoué s'être inspiré de la série pour son méchant, et Cyprien l'utilise même dans ses punchlines. Retourne ma télé dessin animé, Cortex t'es qu'un Minus. À chaque nouvel épisode, c'était un plan rocambolesque. Par exemple, tenter de voler tous les réveils de la Terre pour que les humains ne se réveillent plus jamais, ou de créer un clone de la planète Terre en papier mâché et d'attirer les humains dessus en leur promettant des t-shirts gratuits. Pas sûr que ça marche. Dans le dernier épisode de Minus et Cortex, rien, pas de conclusion. Une simple parodie de Star Wars. La raison, c'est que la série n'aurait pas dû s'arrêter là. En fait, les réalisateurs étaient en conflit avec la Warner. La grosse entreprise voulait changer la série, en faire un sitcom à la Simpson, en intégrant de nouveaux personnages. Les équipes, elles, ne voulaient rien changer, elles voulaient garder l'essence du concept. Du coup, ils iront jusqu'à clasher la Warner dans un épisode entier, qui ne va pas du tout passer. La saison 4 est annulée, les gens sont virés, et Warner impose sa vision. Ce sera une nouvelle série, Minus, Elmira et Cortex. Fini la conquête du monde, on a maintenant des intrigues basiques avec Elmira, le personnage le plus insupportable des Tiny Toons. Forcément, il y a karma, la série s'arrêtera après 5 épisodes, c'est juste un four monumental et les fans sont furieux. Pourtant, le générique avait annoncé la couleur. Si c'est ce que l'entreprise veut, pourquoi vous vous plaignez? C'est dans les lyrics de la chanson du début. En 2020, Warner Bros a compris ses erreurs et a rebooté Minus et Cortex avec un générique plutôt stylé. Souhaitons-lui longue vie et conquête du monde. Gravity Falls. On a beaucoup parlé des dessins animés des années 90 et 2000, alors terminons avec un de la génération 2010. Gravity Falls est l'un de ces chefs-d'œuvre qui a marqué les adolescents d'aujourd'hui. On y suit l'histoire de deux jumeaux qui vont passer leur été chez leur grand-oncle Stan en plein milieu de la campagne. Ils découvriront que la ville et ses environs cachent de nombreux mystères paranormaux, une bonne ambiance Stranger Things. On apprendra que derrière tout ça, c'est le grand méchant de la série, Bill Cipher, qui est littéralement un dieu capable d'exaucer n'importe quel souhait, mais pas pour le meilleur. La série est courte, 40 épisodes. Le dernier dure 1 heure et a été regardé par presque 2,5 millions d'Américains lors de sa première diffusion. C'est juste l'épisode le plus vu de l'histoire de la chaîne Disney XD. Un final grandiose, apocalyptique pour arrêter la folie destructrice de Bill Cipher. Le héros arrive à l'enfermer dans l'esprit du vieux Stan, lui efface la mémoire, scellant ainsi l'entité démoniaque. Le vieil homme maintenant amnésique arrive à retrouver la mémoire dans un final émouvant. Ça se finit donc bien, du moins en apparence, parce que beaucoup de théories semblent prouver que Bill Cipher a eu le temps d'invoquer une entité encore plus démoniaque qui détruira peut-être le monde dans une suite que nous ne verrons jamais. Ce qui rend cette fin encore plus incroyable, c'est les dernières secondes où on voit ça, une statue dans la forêt.
Cette statue existe et le créateur de la série a invité les fans à la trouver. Commence alors une immense chasse au trésor à base de tweets, de messages cryptés, de puzzles cachés aux 4 coins du monde, de la Russie au Japon. Finalement, après des mois, on a trouvé cette statue cachée dans la ville de Reedsport en Oregon, mais c'est pas fini, car sous la statue était enterré un coffre qui contenait plein de goodies inédits. Encore aujourd'hui, la statue est un lieu touristique pour tous les fans de la série. Il y a d'ailleurs une très bonne vidéo du youtubeur Étagère sur le sujet. Alors, quel a été votre dessin animé favori dans cette liste? On voulait vous parler du laboratoire de Dexter et des rats qui ont été très demandés, mais il n'y a pas de fin en fait. Les derniers épisodes sont des aventures comme les autres. Alors n'hésitez pas à proposer en commentaire 6 nouveaux dessins animés ou mangas dont vous voulez que je parle. Un grand merci à Terumi qui s'est regardé tous les épisodes pour faire cette vidéo. C'est vraiment très long à faire ce genre de vidéo, donc abonnez-vous pour les prochaines fois. Allez les amis,